Allez, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que tout va bien pour vous. Un petit coucou là, est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sur Twitter, notamment si le son est bon chez vous? Comme ça, si le son est pas bon, on corrige ça dès le début et on n'attend pas 1h30 pour le savoir, ce sera toujours mieux, ce sera toujours plus pratique. Bon, j'ai pas de pouce en l'air, ça veut dire que vous m'entendez potentiellement pas, c'est ça? Ou alors vous m'entendez, vous avez juste décidé de me troller et de pas m'aider. Ah voilà, il y a quelques pouces qui arrivent, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors je vous cache pas, ce live est totalement freestyle. C'est pas très grave. C'est freestyle parce que il s'est passé des choses qu'on pouvait pas forcément anticiper, quoique, on en parlera. Et du coup, voilà, ça m'a quand même donné l'idée de me dire, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit live là? On va pas s'éterniser, on va pas être là jusqu'à 4h du mat, je vous le dis d'avance. Je me suis dit 1 heure, ça devrait être largement suffisant pour traiter le sujet. Je vois Saba qui rigole en se disant on n'est pas là jusqu'à 4h du mat parce qu'elle sait qu'en général quand je dis ça, ça s'éternise. Et on est là encore jusqu'à pas d'heure. Bon, c'est pas très grave, hein, s'il y a des choses intéressantes qui sont dites, eh ben on est là, moi je suis prêt à rester, il n'y a aucun problème. Par contre voilà, l'idée c'est pas de faire un space juste pour faire un space. Je me posais 2-3 petites questions et je me suis dit ça pourrait être pas mal d'en discuter ensemble. Il faudrait peut-être reprendre les choses dans l'ordre, en commençant par le début de l'histoire peut-être. Vous l'avez vu passer là, j'ai posté le tweet tout à l'heure, mais je vois que pas mal de monde en discute aussi ce soir sur Twitter. L'humoriste Jamil Le Schlag a ce soir annoncé sa démission sur France Inter, démission de son poste donc de chroniqueur de l'émission du dimanche soir avec toute la bande de Charline Vandenberg, dans lequel vous pouvez retrouver Guillaume Meurice, etc. Et cette démission a été annoncée suite en fait à l'éviction de Guillaume Meurice cette semaine, suite au fait qu'il avait réitéré une phrase face à laquelle il avait reçu un avertissement sur l'antenne de France Inter il y a quelques semaines de ça. Donc on va reprendre peut-être les choses dans l'ordre. L'extrait en question, c'est une chronique de Guillaume Meurice qui date maintenant d'il y a 6 mois de ça, dans lequel en fait il s'était permis de qualifier donc sous le ton de l'humour le ministre israélien Benjamin Netanyahou de nazis sans prépuce. Et donc du coup ça a fait monter au créneau tout un tas d'associations, et d'ailleurs on remarquera aussi que les associations qui ont déposé plainte contre lui sont les mêmes que celles qui ont déposé plainte envers notamment quelques députés LFI, mais pas que. Et donc suite à cette plainte là, il s'est retrouvé donc à devoir s'expliquer dans un commissariat de police, etc. Et cette histoire-là a été jugée. Je reviens juste sur les faits initiaux. Pourquoi? Parce que déjà à la base, déjà, il y avait un problème, c'est que quand Guillaume Meurice a fait cette blague-là sur l'antenne de France Inter, effectivement, ça a provoqué tout un tas de contestations dans le débat public. Et à l'époque, j'avais sorti une petite vidéo qui montrait en fait le 2 poids 2 mesures de l'époque, puisque il se trouve, et c'est pas forcément un hasard de calendrier, mais Guillaume Meurice avait fait sa blague le dimanche, et le samedi, donc la veille, vous avez un autre humoriste qui s'appelle Philippe Cavrivière qui, sur le plateau de Léa Salamé, avait fait exactement la même blague. Mais dans ce cas-là, ça n'avait pas posé de problème. Donc je vais vous passer l'extrait. C'est un extrait audio dans lequel vous allez... alors c'est aussi vidéo hein, pour ceux qui sont sur Twitch. Vous allez entendre au début Guillaume Meurice, vous allez entendre ensuite les réactions des différentes émissions de télé qui se sont permis donc de commenter ses propos, etc., en les qualifiant de propos antisémites, tout ça. Et puis ensuite, je vous mets l'extrait de la chronique en question de Philippe Cavrivière, juste pour que vous puissiez déjà juger de vous-même le 2 poids 2 mesures de l'époque. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, il fait pas peur. Nazi cool. Il fait pas. Donc là, ensuite, vous avez les commentaires. C'est fort. Mais c'est un genre d'humour qu'on aurait davantage retrouvé chez Le Pen, qui disait ce sera Strauss sans canne. Vous voyez, donc c'est un peu là, c'est Netanyahou sans prépuce. Donc on trouve ça davantage chez Le Pen ou chez Dieudonné, en fait, que chez Guillaume Meurice jusqu'à présent. Donc là, c'était un commentaire
de Raphaël Enthoven sur le plateau C'est à vous. Ensuite, j'avais mis un petit extrait de l'émission TPMP. Dieudonné, en fait, que chez Guillaume Meurice. L'émission TPMP où là, les chroniqueurs avaient commenté. La vanne n'est pas une vanne parce qu'effectivement, elle appelle des choses qui sont extrêmement sombres. Et effectivement, quand on essentialise un juif à son prépuce, ça rappelle la Seconde Guerre mondiale. Ou pour vérifier dans les écoles, notamment, si le petit garçon était juif ou pas, on lui faisait baisser sa culotte et son pantalon. Donc c'est absolument dégueulasse et c'est effrayant. Franchement, c'est très 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 léger. On attend évidemment des sanctions. Et encore une fois, posez-vous la question, si cette blague avait été faite dans une autre émission, on donne comme exemple celle-ci, mais qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait été un scandale. Là, je trouve que c'est très très léger et que peu de gens s'offusquent de cette chronique que j'ai trouvée extrêmement choquante. Donc voilà, là vous avez les quelques commentaires sur les plateaux télé pendant cette semaine, enfin même dès le lundi en fait, qui a suivi la chronique de Guillaume Meurice. Sauf que le samedi soir, donc dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé, que vous avez aussi sur le service public, pour le coup, on est vraiment sur une comparaison qu'on peut qualifier d'équivalente. Hein. Donc l'humoriste Philippe Cabrivière fait cette chronique-là. En Israël, il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Voilà, et Emmanuel Macron le surnomme de son surnom Bibi. Tout le monde l'appelle, les gens qui le connaissent bien, c'est une vraie info, c'est Bibi. Donc il est très à l'aise et très nature peinture, Manu. Ah, il dit tutoie le pape, il est comme ça. Et là, c'est vrai qu'en arrivant, on a frôlé le chabit. Alors, le chabit israélien, qui est chabit Shabbat, qui se fait seulement sur un zizi circoncis, hein, c'est et le vendredi, voilà, le vendredi. Alors, plus sérieusement... Donc là, lors de cette chronique de Philippe Cabrivière, ce qu'il faut bien noter, c'est que si on doit potentiellement mettre une accusation liée à un potentiel antisémitisme, ça serait plutôt dans cette chronique-là, puisque là, il y a une véritable référence religieuse, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est même pas du tout le cas dans celle de Guillaume Meurice, qui lui a été... attaqué par ces associations-là. Un petit extrait quand même de l'émission Les Grandes Gueules, une fois n'est pas coutume, parce que dans cette émission-là, il y a eu quand même une rare voix qui s'est élevée pour le défendre. Je ne sais plus comment s'appelle ce chroniqueur, mais vous allez l'entendre là. Hop. Non, mais... Vous êtes tous offusqués quand il y a eu des caricatures sur différentes religions, que ça soit chrétienne ou musulmane. Tout le monde s'est dit c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Maintenant, ils sont en train de faire une blague sur un être humain, donc voilà, et tout le monde, ah non, c'est de l'antisémitisme. Non, c'est de l'humour. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Le mec, il est payé pour faire rire. Ça fait rire certains, ça fait pas rire d'autres. Point barre. Voilà donc pour le débat de l'époque. Donc ça c'était à l'époque. Entre-temps donc Guillaume Meurice a dû s'expliquer devant les policiers, devant la justice également, etc. Et le jugement est tombé il y a quelques jours là, je sais plus exactement quand, mais en tout cas il est tombé et c'est un non-lieu qu'a prononcé la justice par rapport donc aux accusations d'antisémitisme, etc. envers Guillaume Meurice. Ce qui a poussé Guillaume Meurice donc à refaire cette blague-là à l'antenne de France Inter, puisque cette fois-ci la justice s'était prononcée et donc il y avait plus de sujet. Sauf que suite à cette chronique-là, Guillaume Meurice s'est vu recevoir une convocation pour un entretien préalable à d'éventuelles sanctions. Donc on parle là potentiellement de mise à pied, voire même de licenciement. Il faut savoir que Guillaume Meurice, il est pas salarié de France Inter, il est salarié de Radio France. Qu'en fait, vous avez le groupe Radio France, c'est un peu comme pour France Télévisions. Vous avez donc le groupe France Télévisions qui ensuite possède les différentes chaînes, France 2, France 3, France 5, etc. Et donc là, c'est la même logique pour les radios du groupe Radio France. Et donc lui, Guillaume Meurice, est donc un salarié de Radio France, ce qui explique pourquoi... les différentes réactions qu'il a eues ont toujours été en lien avec différentes têtes de la hiérarchie du groupe Radio France, dont France Inter. C'est pour ça, en fait, on a souvent vu dans les différents échanges que telle personnalité de tel média, c'était donc, lui avait fait des reproches, etc. Mais c'est lié à ça aussi, c'est parce que lui, il a un contrat avec le groupe Radio France et non pas France Inter. Donc suite à ça, il a donc été mis à pied, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans leur chronique à l'antenne, il n'était pas à l'antenne forcément. Vous avez l'un des chroniqueurs de l'émission qui s'appelle Émeric Lomprey, qui est aussi humoriste, qui du coup a repris ses micro-trottoirs et les a diffusés à sa place en faisant aussi des références à sa chronique. Mais il y a eu la chronique aussi de Jamil Lechlek, qui est un humoriste
plutôt apprécié dans ce show-là et qui est présent assez régulièrement, donc tous les dimanches, qui a fait donc sa chronique ce soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette chronique-là, en fait, Charline ne valide pas forcément toutes les chroniques avant. Il y a quand même une forme de liberté au sein même de l'émission. Alors là, j'ai vu mon Twitter commencer à sauter. Je sais pas si je suis encore en live avec vous ou pas. Est-ce que vous pouvez me faire un signe? Est-ce que vous entendez encore ou pas? Ou alors c'est mon application qui a planté. Est-ce que vous m'entendez encore? Coucou. Vous m'entendez? Oui, non. Ah, je ne vois plus de signe. Peut-être que vous ne m'entendez plus. Ah si, je vois un signe. Merci beaucoup Triple, merci Marie, merci Hat. Donc du coup, je vais pouvoir continuer. Donc Jamil Le Schlag a fait donc sa chronique tout à l'heure sur France Inter, et donc c'est une chronique où il réitère, en fait, il affiche clairement son soutien à Guillaume Meurice. Quoi? Ils ont une conscience politique, à science politique? Mais ce n'est pas l'information principale de la semaine. Guillaume Meurice, mis à pied en vue de sanctions disciplinaires. Mais on est où? Au collège Jules Ferry ou quoi? À ce qui paraît, la CPE, Adèle Van Riet, l'a chopé dans les couloirs. Meurice, ton carnet de liaison, 15 jours de colle, t'entends? La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, attends. Hey, en fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter, putain. Non, mais les gars. Hey, je vais envoyer mon CV à Pascal Praud. Et tout de suite, dans l'heure des pros, on accueille Jamil Le Schlag. Et les gars, c'est incroyable. Vous avez vu? Il y a trop d'arabes. Ouh, je m'adapte, man, bordel. Hey, France Inter, ils font trop rire. Oh, le double discours, vraiment, tu sais, des macronistes. Bon, je suis à 2 doigts de voter Marine. Alors, la direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. C'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. On va terroriser les humoristes. Wouh, vanne publique, c'est là, putain. Non, mais perso, hein, pardon, hein, j'ai pas le temps, les amis, parce qu'on a que 3 minutes. Je vois pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Parce que cette phrase, hein, je mets des guillemets, sorte de nazi sans prépuce. Oh, c'est ma dernière chronique, en fait. Non, mais attends. Cette phrase, pardonnez-moi. Mais vous voulez du sang, t'sais. Cette phrase n'est pas offensante. Et je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai pas de prépuce. En tout cas, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Meurice, cet homme sans gluten, passe pour le méchant et Netanyahou pour le gentil. Et donc là, la chronique continue, et donc Jamil Le Schlag fait une aparté où il bascule sur d'autres sujets, et puis ensuite très vite il revient dessus. Ça fait pas de mal. Bref, je reviens sur la direction de France Inter. J'ai pas fini avec vous. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. Et ça depuis ma naissance. J'ai le cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Alors je voulais dire merci bien sûr à toute l'équipe pour l'ambiance incroyable durant ces 3 ans. Mais maintenant dans cette station, je me sens plus dans mon safe space. Tu sais, j'ai pris ma décision il y a 1 heure. Je suis passé devant le bureau de la directrice de Radio France. J'ai vu un poster Macron 2027. J'ai dit non, wallah Jamil. Et il tente de se barrer. Alors merci aussi aux auditeurs. Je continue bien sûr mon parcours de troubadour. Hein. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Jamil, MySpace. Je suis partout, sa mère. Le journal. Alors merci à tous et surtout, n'oubliez pas que vous aurez toujours
la liberté de prendre vos places pour venir voir mon spectacle partout en France. Auto-promo. Merci. Alors là, c'est plutôt intéressant parce que ce que vous pouvez entendre, c'est que le public reçoit donc cette chronique avec beaucoup de ferveur. Ce qui est moins le cas de l'animatrice, puisque elle-même en fait est surprise par cette annonce qui n'était absolument pas prévue. J'ai eu le temps de discuter avec quelques personnes en interne là tout à l'heure, et effectivement, il avait un peu gardé secret son annonce, donc il a gardé la primeur en tout cas pour les auditeurs. Ce qui explique aussi le pourquoi du comment vous entendez ces fameuses cloches, parce que normalement la chronique est censée durer 3 minutes, elle est cadrée, donc il dépasse un peu le temps, mais vous sentez aussi qu'il y a une espèce de fébrilité, puisque petit à petit le discours de Jamil commence à revenir en fait sur sur ce point en fait polémique. Et il y a quand même une véritable frilosité en interne, parce qu'on parle aussi de place des différentes personnes. Voilà, donc ça c'était pour le petit récap rapido. Je voudrais remercier Enes là, qui m'a envoyé un petit message en disant que c'est un classement sans suite. Oui, effectivement, j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vous ai dit non-lieu, non, c'est un classement sans suite de la plainte. Et l'idée du space là ce soir, alors clairement, si vous avez rien à dire, on va arrêter maintenant, on va se dire bye bye, il y a aucun problème. Par contre, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez absolument pas à monter. L'idée, voilà, c'était de savoir un petit peu, de voir avec vous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pu potentiellement être choqué ou non par la chronique, est-ce que vous êtes choqué ou non par les sanctions, et est-ce que vous pensez qu'il y a une liberté d'expression à 2 vitesses. Il y a des sujets sur lesquels on peut s'exprimer et en totale liberté, comme le dit Jamil Leschlag, à savoir Zemmour a été multi-condamné, etc., mais il garde encore sa place à l'antenne. On pourrait prendre également l'exemple de Morandini, qui lui aussi a été condamné, mais il reste à l'antenne. Alors il n'a pas été condamné pour des propos, mais pour des actes, c'est même encore plus grave. Et puis vous avez des personnes qui n'ont pas été condamnées, que la justice vient d'innocenter, et qui, pour le coup, se retrouvent à devoir aller à des entretiens préalables à un licenciement. Voilà, donc si vous voulez intervenir, aucun problème. Il y a quand même 3 petites règles à respecter, qui sont pas très compliquées, et je pense que vous allez pouvoir les respecter. Premièrement, on reste dans le cadre de la loi, bien évidemment. Deuxièmement, on se respecte les uns les autres. Et troisièmement, on évite les digressions. C'est-à-dire que si vous voulez faire des parenthèses, il n'y a pas de problème. Mais on essaye quand même d'être cadré sur le sujet, à savoir la liberté d'expression, à géométrie variable. Juste avant de te donner la parole, Férouz et Jess, de vous donner la parole, pardon. Je voudrais quand même vous diffuser un dernier petit extrait. Alors, je vous l'ai dit, l'émission est total freestyle. Là, je l'ai pas forcément préparé. Donc, les choses se font en temps réel dans ma tête. C'est un extrait, en fait, d'une émission qui s'appelle Point G, dans lequel était intervenue la directrice de France Inter, qui s'appelle Adèle Van Rett, et dans laquelle, en fait, elle s'exprime justement sur la liberté d'expression. Je vous diffuse l'extrait, et puis ensuite, on en débat ensemble. Inter a vraiment joué un rôle très, très important auprès des humoristes et des profils différents, des types d'humour différents qui font tout le sel de cette antenne. C'est vraiment une soupape formidable, parce que c'est d'avoir des humoristes qui sont irrévérencieux, qui n'ont aucune notion du respect, du sacré, etc. Ça fait un bien fou, ça ouvre les fenêtres et ça permet ensuite de proposer d'autres types de programmes. Voilà donc pour cette intervention, et chacun pourra constater donc alors pour moi il y a un véritable décalage entre ce qui est dit par la directrice de France Inter et les actes derrière, mais bon, ça c'est mon interprétation totalement subjective, et j'admets être subjectif dans ce genre de cas, il n'y a aucun problème. Bonsoir Férouz, bienvenue. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde, bonsoir Charlie. Du coup, magnifique émission de ce soir, le grand dimanche soir quand même. On s'y attendait à quelque chose de ce style, mais clairement ils se sont tous mis en danger pour leurs collègues, et ça j'ai trouvé ça fort, et ils ont défendu leur liberté d'expression. Pour revenir sur la sanction de Guillaume, s'il a été sanctionné une fois, je suis pas sûre qu'il ait été sanctionné par sa chaîne. Ou tu me confirmes qu'il a reçu une sanction, Abdel? En fait, il a eu un avertissement. Si, il a eu un avertissement. Il a eu un avertissement, et l'avertissement... Alors, attention, il a eu un avertissement, et l'avertissement, il l'a pas eu pour la chronique, il l'a eu... comment il avait expliqué ça? Il l'a eu, en gros, pour avoir refusé de s'excuser. Mais du coup, c'est pour la même
la même chose. C'est pour la même situation. Tu ne peux pas être sanctionné 2 fois pour les mêmes, pour la même faute. Donc, très sincèrement, ça va dans le mur. Ils peuvent licencier comme ils veulent, ça, il n'y a pas un problème. Mais perdre au prud'homme, ça, ils vont le perdre. Mais clairement, franchement, c'était une belle émission. Tout le monde s'est mis en danger ce soir dans le Grand Dimanche Soir. Il faut rappeler que cette émission, elle était à l'époque quotidienne, qu'ils l'ont reléguée au dimanche soir et qu'elle marchait tout aussi bien. Et qu'à un moment donné, sanction, je veux dire, pourquoi, comment, je sais pas, mais je sais pas, relou. Ok, merci pour ton intervention. Kira, Férouz, pardon, reste dans le coin, on va échanger ensemble. Il y a Charlie qui va arriver dans 2-3 minutes. Juste avant, on accueille Jess. Bonsoir Jess. Si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Sinon, je vais être obligé de servir une boisson à tout le monde avec, par exemple... Un peu de gazose, un peu de limonade. Non, Jess, tu ne veux pas parler? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, ce sera pour tout à l'heure. Bonsoir Charlie. Salut tout le monde. Salut Charlie. Tu m'entends bien là? Oui, je t'entends très bien. Du coup, j'ai un problème de communication. Bienvenue. Parfait. Merci. Ouais, je crois que c'était Mehdi Guézard, le nom du chroniqueur que tu cherchais tout à l'heure. Oui, c'est ça, Mehdi Guézard dans les grandes gueules. Ouais. Sur RMC, qui avait défendu sa seule intervention à peu près pertinente sur les grandes gueules. Et c'est pour ça que j'ai voulu la signaler. C'est pour ça que j'ai voulu le signaler, ça arrive pas tous les jours. Ça arrive pas tous les jours de la part de ce mec-là. Il est plutôt stable, mais là pour... Et je crois que tu as été corrigé là sur l'histoire du classement sans suite. Oui. Parce que c'est pas anodin en fait. Hein. Parce que dire que ça a un non-lieu, ça voudrait dire que ça a été jusqu'au tribunal, devant un juge qui a décidé à la fin qu'il y aura un non-lieu. Non, là, c'est que le proc a trouvé ça tellement sans fond qu'il a décidé de classer sans suite et que ça n'avait pas, il n'était pas utile de poursuivre plus en amont. Donc la différence, elle est super importante à faire en fait. Oui, bien sûr. Contrairement d'ailleurs on voit que quand les services du procureur veulent classer sans suite une affaire parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas grand-chose derrière, ils savent parfaitement le faire. Quid des autres affaires qui font le défi de la chronique, des frais, pardon, la chronique. Je voulais juste dire, Adèle, mais je ne sais pas si tu l'as dit, il ne faut pas oublier un climat général à France Inter. Parce qu'il n'y a pas que Guillaume Meurice qui est concerné. J'ai vu qu'il y avait un mec là, qui présentait une émission historique, je crois, Emmanuel Guérard, je crois que c'est ça, je crois que c'est une émission historique qu'il présentait. Il s'est fait virer, comme ça, sans réelles explications. Il y a d'autres émissions qui sont concernées par tout un ensemble de restructurations, sans forcément que les présentateurs aient donné leur accord. C'est ce qui se passe en ce moment à France Inter particulièrement est tellement surprenant que il y a les choses qui arrivent quasiment jamais. Il y a la Société des journalistes et la Société des producteurs qui ont publié un communiqué pour demander à ce que Guillaume Meurice soit maintenu. Donc on parle des journalistes et des producteurs, c'est-à-dire les mecs qui mettent l'argent sur la table et qui payent les émissions. Donc c'est un truc assez inquiétant de ce qui est en train de se passer à France Inter. Après, ça rejoint un peu peut-être l'état de la société actuelle, le fait qu'il soit de plus en plus compliqué de parler de certains sujets. Et oui, pour répondre à ta question, il faut être clair, hein, bien évidemment, qu'il y a une liberté d'expression à géométrie absolument variable. Tu l'as démontré toi-même lorsque tu as passé l'extrait de... Comment il s'appelle l'humoriste là? Philippe Cavrivière. Je sais pas pourquoi on l'appelle humoriste. Ouais, je sais pas pourquoi on parle d'humoriste, mais je comprends pas son humour. Blague à part,
Tu l'as démontré toi-même. Pour le coup, il a fait une blague qui était du même acabit, et pourtant, ça à peine si on en a entendu parler. Bien au contraire, il est bien installé chez Léa Salamé, et tout se passe a priori bien pour lui. Donc lui, bien évidemment, qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable, et malheureusement, ça ne date pas de Guillaume Meurus. Du coup, Charlie, toi, ton positionnement par rapport à cette sanction, t'es plutôt choqué par rapport à la sanction? Complètement. Moi pourtant, on se connaît, Adèle, tu sais que je suis ces trucs-là depuis un certain temps. À chaque fois, je me dis, ça peut pas être pire. Mais là, Guillaume Meurus, on parle de Guillaume Meurus, l'un des humoristes les plus bankable du paysage radio de France. Le mec, pour avoir qualifié un être nazi, et je mesure la portée de mes mots. Il n'y a rien d'illégal dans ce que je dis. Donc c'est une folie. C'est une folie, comme le disait Jamel Le Schlag dans son sketch tout à l'heure. Le mec, il a toutes les institutions internationales sur le dos. Il y a un mandat d'arrêt qui devrait être émis si les États-Unis ne foutent pas leur boxon, et si ils arrêtent de menacer la Cour pénale internationale comme ils le font depuis des semaines. Donc ce mec-là va certainement se manger des mandats d'arrêt sur la bouche, et c'est Guillaume Meurus qui se fait virer d'une émission pour une blague. C'est une blague niveau pipi caca, mais voilà, c'est l'humour à la française, c'est l'humour qui est apprécié en France, et bien évidemment que c'est choquant. Je sais pas derrière comment tu vas pouvoir justifier auprès de qui que ce soit le fait que la France soit le pays de la dite liberté d'expression. Le fameux « Je suis Charlie », il y a eu combien ? Il y a eu 4 millions de personnes dans les rues en 2015. Il y a eu 4 millions de personnes dans les rues. 1,5 million rien qu'à Paris. Pourquoi ? Parce que les gens tenaient au je suis Charlie, à la liberté d'expression, etc. Aujourd'hui, on est dans un pays où un mec se fait virer parce qu'il a fait une blague sur un chef d'État étranger qui est en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Moi, à chaque fois que je découvre un truc, je me dis ça peut pas être pire si chaque jour tu as l'impression qu'il y a un truc qui est pire que la veille. C'est à suivre. Par contre, assez surprenant la réaction, tu disais, de Charline Vandenberg, qui évidemment n'était pas au courant. D'ailleurs, tu le sens dans la chronique, hein, et pour le coup, c'est un coup de maître qu'il a fait, Jamil, parce que pour la manière dont progressivement sa chronique évolue pour passer d'une espèce de neutralité vers quelque chose de beaucoup plus engagé, pour finalement arriver à cette chute qui est « c'est ma dernière chronique », qu'il dit dans un premier temps sur le ton de la blague, pour finalement conclure que non, ce n'est pas une blague, c'est du sérieux, c'est terminé pour moi à France Inter, et cette phrase absolument exceptionnelle, il y a plus de liberté d'expression chez CNews qu'il y en a chez France Inter. Donc ouais, Charlie Vandenberg n'est pas au courant, et il y a des choses qui commencent à se dire chez certains humoristes qui sont surpris par la réaction un petit peu frile qu'elle a pu avoir, notamment, je ne sais pas si tu as lu son tweet lorsque Guillaume Meurus a annoncé qu'il était convoqué, son tweet un peu léger, bon, même si elle réagit en étant la chef du programme, donc elle doit faire gaffe à ce qu'elle dit, etc. Parce que derrière, il y a quand même tout un ensemble de personnes qui bossent, qui ont besoin de leur job, etc. Je ne parle pas des humoristes, hein, je parle de tout ce qu'implique l'émission. Mais il y a des petites voix comme ça qui commencent à se dire, à poser la question de la solidarité vis-à-vis de Meurus. Mais on pourrait y revenir si tu continues après. Oui, bien sûr. Reste avec nous là, Charlie. L'idée surtout ce soir-là, c'est d'en discuter ensemble, bien évidemment. J'ai des petits extraits là à vous passer de Guillaume Meurus qui revient justement sur la façon dont il a vécu tout ça. Est-ce que tu me permets, Adèle, de corriger juste Charlie? Dans l'émission, ils se sont tous réellement mis en danger. Oui, aujourd'hui, oui. Même Charline, effectivement, oui, je confirme.
c'était pas. Et d'ailleurs, elle a précisé que elle avait vu les tweets qui disaient pourquoi on se mettait pas en grève, tout ça. C'est que dans le service public, il faut 5 jours de préavis pour pouvoir le déposer. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'importe quoi. Oui, mais je confirme. Ah non, moi je parlais pas de se mettre en grève. Non, il parlait du tweet. Je parlais juste du tweet. Et pour le coup, de cette mis en danger tous aujourd'hui, il y a deux membres de l'équipe, dont je ne retiens pas les noms, mais peut-être que si vous les trouvez, ça pourrait être intéressant d'en parler. Il y a 2 membres de l'équipe qui ont clairement dit, bien avant qu'ils soient convoqués pour un entretien préalable pour mettre fin à son contrat, qui ont clairement dit qu'ils faisaient en sorte de ne plus être sur le plateau quand Guillaume Meurice arrivait, parce qu'ils avaient peur. Et Guillaume Meurice en a parlé sur Blast, je crois. C'est Blast qui l'a interviewé il y a quelques jours. Il a fait pas mal d'interviews, Guillaume Meurice. Ouais. Voilà, et je crois que c'est dans cette interview-là où elle l'interroge, elle lui pose la question de savoir quelle est sa réaction par rapport au fait que 2 des membres de la troupe aient dit que ça les gênait et donc qu'ils évitaient d'être là au moment où il fait sa chronique. Il faudrait retrouver leur nom, je vais essayer de retrouver. Mais il y a quand même un truc qui s'est passé. Bon, bouge pas Charlie, on va reprendre, vous inquiétez pas, on va débattre ensemble, aucun problème. Jess, est-ce que tu es de retour ou pas ? Ou tu passes ton tour ? Parce qu'il y a du monde en fait qui demande à prendre la parole et du coup je suis un peu embêté parce que je vais pas pouvoir faire monter tout le monde d'un coup. J'ai vu aussi que Dalila avait demandé la parole mais du coup elle est redescendue. Jess, t'es pas là ? Non ? Bon. Eh ben écoute, ce sera à Juillet. Ah, t'as ouvert ton micro, Jess ? Je laisse Juillet, salut à tous, je laisse Juillet parler juste avant moi là. Ok. Si je reçois un je parle après. Ça marche. Merci. Ça marche, Jess. Bonsoir Juillet. Bonsoir, tu voulais pas mettre tes enregistrements avant ? Non, en fait, j'étais en train de faire un préambule, je faisais un teasing, ça parlera à Ina. Non, c'était juste pour dire que j'ai plein de petits extraits auxquels je pense, là, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est du total freestyle. Et du coup, il m'est revenu une interview qu'a donnée Guillaume Meurice dans l'émission Au Poste, qui était très intéressante et dans laquelle justement il était revenu sur ça et il avait raconté un peu l'envers du décor, les coulisses, et donc il y a 2-3 passages qui sont intéressants que je vous mettrai, mais d'abord interviens Julia, dis ce que tu as à dire et puis de toute façon on est là je pense au moins jusqu'à minuit, puis on essaiera de pas trop déborder, ça n'a pas forcément trop d'intérêt, surtout que vu la direction dont prennent les choses, vous pouvez être certain que Jamil Lochlag va recevoir du bashing toute la semaine. Et vous pouvez être certain aussi Guillaume Meurice, bon ça va continuer, mais vous pouvez être certain aussi qu'il va y avoir des rebondissements dans tout ça parce que le départ de Jamil Lochlag aujourd'hui, annoncé à l'arrache sur l'antenne de France Inter en prenant les gens au dépourvu, ça va aussi avoir des conséquences parce que je sais aussi en interne qu'a priori beaucoup de gens soutiennent Guillaume Meurice. Il faut même savoir que la direction elle-même et pas forcément en désaccord avec Guillaume Meurice, et lui-même le dit, il dit en fait la direction a plutôt tendance à me soutenir, le problème c'est qu'elle essaye surtout juste de se protéger, quoi. Donc on y arrivera, vous inquiétez pas, on y arrivera. Je te laisse parler Juillet. Oui, alors bon, par rapport à cette histoire, moi je vois très bien, je suis rentré du boulot, j'ai vu qu'il y avait cette histoire sur Guillaume Meurice, j'ai vu qu'il y avait de l'histoire sur Nassira El Mouadem là. Et j'ai passé une très mauvaise soirée, vraiment pour le coup, parce que je me suis posé pas mal de questions, surtout venant du service public. J'ai été très attristé, et puis bon, je vois que finalement les choses se sont arrangées, non, la bataille est en plein cours pour Nassira. Mais que pour Guillaume Meurice, finalement, il n'y avait pas grande évolution, et j'attendais justement le grand soir pour voir ce que ça allait donner. Je suis surtout, je suis monté surtout pour poser une question, te poser une question. Quelle est la forme de contrat que les humoristes de France Inter ont d'une manière générale? C'est de la prestation, c'est du contrat à durée déterminée, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que je ne saisis vraiment pas comment on peut licencier, pas licencier, mais convoquer pour un entretien une personne
alors que techniquement parlant, même la justice reconnaît qu'il n'y a pas eu de faute en fait de sa part. Alors, tu as plusieurs raisons qui peuvent être invoquées pour ça. Alors, on va pas forcément y faire la soirée. Pour répondre à ta première question sur le type de contrat, ça dépend des personnes, mais en gros, tu as 3 types de contrats qui peuvent exister dans ce milieu-là. Premièrement, le CDI classique. Deuxièmement, les contrats de pige, donc les contrats de pigistes, donc de personnes qui sont indépendantes et qui vont signer des contrats et ils vont émettre des factures en fonction des prestations qu'ils auront émises. Et la troisième forme de contrat qui est vraiment ultra, particulière à ce milieu-là, ça s'appelle le CDDU. En gros, c'est une entourloupe juridique qu'utilisent les médias de manière générale pour signer un nombre de CDD consécutifs quasi illimité. En gros, ils partent du principe que comme le poste en question, c'est un poste saisonnier. En gros, tu pars sur une saison qui commence en septembre et qui se termine en juin. Donc, on te fait signer un CDD, donc pour 1 an. Et ce CDD-là, il peut être renouvelé à la fin de la saison pour 1 an et ainsi de suite. Et donc, tu as des personnes qui ont plusieurs CDD. Moi, à l'époque, typiquement, dans un média que je ne citerai pas, un très très gros média, j'ai signé, je crois, 8 ou 9 CDDU d'affilée. Donc voilà, et c'est des CDD d'1 an à chaque fois, voilà. Donc ça explique aussi, ça peut aussi vous expliquer la précarité qui existe dans ce milieu-là, avec en plus plein de failles dans les contrats qui vous font signer, ce qui fait que le jour où ça se passe mal et qu'on cherche à vous virer, etc. En général, ce que font les gens, c'est qu'ils passent par la case prud'homme et en général, le média perd toujours parce que même cette notion de CDDU, elle est ultra cadrée. Et tel que c'est utilisé là, c'est pas légal, quoi. Donc voilà les 3 types de contrats qui peuvent exister. Dans le cas de Guillaume Meurice, il me semble que c'est un CDDU qu'il a, mais vis-à-vis de Radio France. Mais je suis même pas certain, faudrait vérifier. Et puis dans le cas des autres chroniqueurs, je sais pas parce qu'il faudrait voir est-ce qu'ils vendent ou pas l'émission, ça je pourrais pas te dire. Et t'as posé une deuxième question sur les raisons pour lesquelles il pourrait être mis à pied. Alors effectivement, même si la justice n'a pas donné tort à Guillaume Meurice dans cette affaire en classant sans suite ce dossier-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le média peut très bien invoquer des raisons bidons, comme par exemple un non-respect de la ligne éditoriale. Tu vois, ça veut tout dire et rien dire, mais ça permet très facilement de rentrer dans le cadre. Et je pense que c'est un truc comme ça qu'ils vont potentiellement invoquer. Faut voir clairement, parce que je pense que derrière tout ça, il y a aussi une question politique. Il va y avoir des pressions, donc des pressions du public, des pressions aussi des politiques dans les deux sens. Et on va voir qui, entre guillemets, arrivera à tirer la corde le plus fort de son côté. Alors, du coup, voilà, je sais pas si j'ai répondu à tes questions, Juillet. Oui, non, mais c'est très bien. Du coup, j'en suis venu sur le même point que toi. Je pense qu'il doit y avoir un CDDU dans tous les cas. Si je peux poser une troisième question, c'est est-ce que dans ce cas-là, une réintégration est possible en passant justement par la case prud'homme? Alors en général, les prud'hommes... Alors, j'y crois pas à la réintégration via la case prud'homme parce que les prud'hommes en général ça met 3 plombes et puis en plus la démarche prud'homme a été un peu saccagée par les ordonnances Macron. Donc maintenant, si tu veux, les employeurs ont plus trop peur de passer par la case prud'homme parce en fait, ce qui faisait peur avant à l'employeur dans le fait d'être traduit au prud'homme, c'était le fait que c'était un peu la loterie pour lui, dans le sens où s'il gagnait c'était cool, mais s'il perdait, il pouvait y perdre beaucoup de plumes. Là, le gouvernement Macron ont mis en place tout un tas de règles qui font que maintenant l'employeur, avant même d'aller au prud'homme, il sait en gros il y a un plafond qu'il pourra pas dépasser. Donc en gros il peut en amont jauger le risque, quoi, et potentiellement dire je prends le risque ou pas. Et en plus là on est dans le cadre du service public, donc c'est encore moins flippant entre guillemets. Donc je sais pas, moi je pense pas trop à la case prud'homme, surtout qu'en plus si les prud'hommes donnent raison, je vois mal Guillaume Meurice réintégrer l'antenne de France Inter en septembre prochain, alors que l'émission aura peut-être été arrêtée entre temps, alors que, enfin tu vois, il sera passé beaucoup de temps. Donc moi, pour les faire chier justement. Ouais, je sais pas. Franchement ça je sais pas, là on est clairement dans de la supputation, je sais pas du tout là, je pourrais pas te dire. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, en ce 5 mai là, ce qu'il faut faire, c'est soutenir Guillaume Meurice. En tout cas, si on est plutôt choqué par les sanctions, et apporter son soutien et expliquer aussi à la direction de France Inter que non,
on ne laissera pas passer le fait que des humoristes se voient comme ça muselés et que la liberté d'expression en France, elle est sacrée et qu'elle peut pas être à deux vitesses, quoi. Voilà, Juillet, tu restes avec nous si tu veux discuter, il n'y a aucun problème. On va passer la parole à Ahmed, à moins que Jess... Enfin, à Jess normalement, mais j'imagine que Jess va me dire qu'elle va laisser la parole à Ahmed, non? Absolument pas, là je peux m'exprimer. Ça y est. Salut à tous. Salut. Alors, tout a été plus ou moins dit par rapport à ce qui s'est passé. Pour en revenir à la question générale que tu poses, qui n'est d'ailleurs pas une question et à laquelle on pourrait rajouter un point d'exclamation, évidemment, moi, est-ce que je suis choquée? Je dirais que je le suis en même temps que je ne le suis pas. C'est-à-dire que je le suis parce qu'il faut toujours être choqué de ce qui n'est pas normal, même si ça a été normalisé dans la société. Mais en même temps, je ne le suis pas parce que dans un pays comme la France aujourd'hui, on ne peut pas être étonné de ce qui se passe. Là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui en France, plein de sujets peuvent être houleux. Prendre la question aujourd'hui, défendre aujourd'hui les minorités en France, défendre aujourd'hui les musulmans, c'est très difficile. Mais il y a une question qui, si vous prenez position, on vous cloue au pilori, c'est la défense de la Palestine, sur la question palestinienne aujourd'hui. Prendre position, ne serait-ce même pas sans attaquer l'État d'Israël, mais juste en disant que le droit palestinien, le droit à sa liberté et à sa dignité, vous êtes accusés. Concernant Guillaume Meurice, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit une chose qui n'est pas choquante, il critique un être humain aujourd'hui qui est un criminel de guerre, qui est à la tête d'un État qui aujourd'hui ne respecte pas le droit international. Et critiquer aujourd'hui cet homme-là qui est un corrompu, qui serait en prison s'il n'était pas au pouvoir, c'est se retrouver aujourd'hui accusé d'antisémite et d'être remis en cause et appelé à la justice. Mais dans quel but ? Je veux dire, même le procureur n'a pas voulu instruire l'affaire tellement il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de matière. Ça, quel but ? Comme ce qui se passe avec Rima Hassan ou avec Mathilde Panot. Le but, c'est de faire taire toute voix dissidente pour empêcher la masse de parler en inspirant la peur chez ceux qui voudraient parler. C'est ça le but aujourd'hui. Et on sait très bien qu'en France, parce que, comme le dit très justement Lordon, il y a un lobby puissant en France. Ne pas le voir, c'est faire preuve de cécité volontaire. Aujourd'hui en France, on a quelqu'un qui critique l'islam, qui a été condamné et à qui les portes du pouvoir lui ont été ouvertes. Et quand on remet en cause juste l'État d'Israël, vous êtes accusé d'antisémite. Donc aujourd'hui, on sait très bien que la France... Alors là, je t'arrête, il a pas remis en cause l'État d'Israël, il a tout simplement critiqué la politique... Non, mais là, dans le cadre de ce qu'a fait Guillaume Meurice, il a juste critiqué le Premier ministre israélien. J'allais dans un sens plus général aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que tu critiques Israël, je veux dire, aujourd'hui, il y a un peuple qui se fait bombarder, qui est en train d'être massacré, et inlassablement, la même question revient, et le 7 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre ? Qu'est-ce qui se passe depuis 75 ans ? Donc aujourd'hui, on ne peut pas être étonné de la dérive aujourd'hui qui se passe en France, et bien évidemment que la liberté d'expression est à géométrie variable dans ce pays. Maintenant, il faut y voir une satisfaction. La satisfaction qu'il faut y voir, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, et notamment avec la jeunesse des universités qui se lèvent, malgré les risques qu'ils encourent, qui se lèvent pour défendre la question palestinienne. Et avec aujourd'hui les humoristes, dont notamment à France Inter, qui viennent soutenir Guillaume Meurice, il y a cette satisfaction de gens qui n'acceptent pas de se coucher. Et le seul moyen de récupérer cette liberté d'expression, c'est de ne pas se taire, de ne pas être dans cette peur qu'on essaye de nous inspirer. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour ton intervention, Jess. Et puis du coup, ce qui est intéressant aussi, ce serait de voir les réactions de tous ceux qui se mettaient en avant comme étant des défenseurs de la liberté d'expression, etc., pendant de nombreuses années, et qui là, visiblement, laissent passer ces censures évidentes sans broncher. Merci beaucoup, Jess. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Abdel, pour le space, comme d'habitude. Moi, c'est frustration et du dégoût. La frustration, c'est par rapport au fait que sur ces sujets-là, en ce moment, on peut que constater qu'il y a des censures à droite, à gauche, à foison, et tous les jours plus folles l'une que l'autre, que la veille. Je ne vais pas les repasser, mais que ce soit ce qui s'est passé autour de Rima Hassan, les différentes conférences qui étaient annulées, des convocations pour des propos où on te convoque pour apologie au terrorisme,
Mathilde Panot, là ce qui se passe avec Nassir El-Modem, Guillaume Meurice, enfin tous les jours, il y a de la censure à tout bout de champ. Et la frustration, c'est de pouvoir que constater qu'il y a ça. Et le dégoût, c'est par rapport aux gens, en fait. C'est parce que je suis même pas étonné, je suis même pas choqué finalement de ce qui se passe, dans le sens où on s'y attend. Des médias, de ces politiques, on sait, on comprend un petit peu les parties prenantes, etc. Et on n'est pas choqué de ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, là où moi je suis dégoûté et je peux être choqué, c'est la réaction des gens, en fait, des Français, des Françaises, qui voient pas la censure qu'il y a. Et comme tu l'as dit, c'est les mêmes qui étaient... c'était les 4 millions qui manifestaient pendant Charlie Hebdo, qui aujourd'hui disent que c'est normal que Meurice soit condamné. C'est normal qu'on interdise des conférences parce qu'on va parler de la Palestine. Enfin, aujourd'hui, tenir une position où on dit juste cesser le feu, c'est pro-palestinien, et pro-palestinien, c'est que ça devient très grave, la tournure que les choses prennent. Mais à côté de ça, tu constates qu'il y a encore une masse de gens qui ou font les sourds-muets, ou qui font les aveugles, ou qui, je ne sais pas, qui sont inertes. En tout cas, comme elle vient de le dire, Jess, à un moment donné, je pense qu'on peut plus faire semblant ou fermer les yeux face à ça et face à tant de censure, et que tu es obligé de... Enfin, il y en a, ils vont être obligés à un moment, on se dit, d'être cohérents sur les positions qu'ils ont eues à l'époque, ou qu'ils ont eues pendant toutes ces années, et qu'ils ouvraient les yeux. Et si un doute pouvait encore être mis sur le fait que, et j'en parle rarement, ou je ne fais jamais sur ce terrain-là, mais de parler d'un lobby un lobby israélien, voilà, il faut dire des choses, qui, même dans les médias, peut avoir assez de lobby, en tout cas, pour pouvoir mettre en... Quelqu'un qui... Enfin, Meurice, moi, ça me rend dingue, la police, la justice le condamne pas, et c'est son patron qui le condamne finalement. Si derrière, c'est pas des gens qui mettent un coup de pression au patron pour dire non mais les gars, faut mettre des coups de pression parce qu'il faut faire des exemples, on s'est un petit peu trop lâché. Moi, je sais pas ce qui se passe derrière, mais les choses deviennent de plus en plus grosses et à un moment donné, il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Et là, il y a de l'ingérence ou de la manipulation ou je ne sais pas quoi, mais c'est absolument pas normal. Merci beaucoup, Ahmed. Merci. Reste avec nous là. Ça m'intéresse d'échanger avec toi là. Toi aussi, Férouz, je vais te donner la parole dans quelques minutes, c'est promis. J'aimerais rajouter une question à tout ça. Finalement, c'est est-ce que vous avez des pistes, des idées pour contrecarrer tout ça, contrecarrer cette tentative de musellement d'une partie de l'opinion finalement. Commencez à y réfléchir un petit peu, on va y arriver dans quelques minutes. Juste le temps pour moi justement de vous diffuser quelques petits extraits qui me semblent importants. Alors tout à l'heure j'ai reçu un message en MP qui me disait t'es relou, t'as diffusé des extraits mais pas l'extrait où Guillaume Meurice a réitéré sa blague. Donc effectivement, pardon, je l'ai pas fait parce que je pensais que tout le monde l'avait écouté. Mais du coup, je vais le faire, ça dure 20 secondes, comme ça au moins ce sera fait et tout le monde sera au même niveau d'information. Il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit c'est bon. Il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y. Vous pouvez, vous en faites des mugs, des t-shirts. C'est ma première blague autorisée par la loi française. Excusez-moi, je fais ça avec vous. Voilà donc la séquence qui lui a valu d'être convoqué à un entretien préalable au licenciement, à une éventuelle sanction. En tout cas, c'est comme ça que ça avait été formulé. Les extraits que je veux vous diffuser maintenant sont des extraits d'une interview qu'a donnée Guillaume Meurice il y a un mois de ça maintenant, c'était le 18 mars dernier. C'est un peu plus d'un mois même, dans une émission qui s'appelle Au Poste, émission du journaliste David Dufresne, émission très intéressante en fait où justement Guillaume Meurice venait présenter un livre qu'il a sorti dans lequel il raconte toute son histoire. Et d'ailleurs ce livre, je vous invite, ne serait-ce que si vous voulez avoir un geste militant, achetez son livre, d'autant plus que il me semble que l'intégralité
des bénéfices de ce livre sont reversés pour les victimes de Gaza. Donc c'est vraiment pas un livre qu'il a écrit pour faire du business, il a vraiment écrit sous forme de témoignage et les revenus, eux, sont reversés aux victimes de Gaza. Donc si vous voulez faire un geste positif, c'est un super geste de soutien pour montrer aussi quelque part qu'il n'est pas tout seul. Et donc lors de cette interview-là, il raconte un petit peu ce qu'il a vécu, son expérience, et je vais vous mettre quelques petits extraits, on va pas tout mettre, je vous renvoie vraiment vers cette interview qui dure 2h13 que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur la chaîne Au Poste, je vous mettrai un lien plus tard via Twitter. Et donc voilà, plusieurs questions lui sont posées et du coup là il va évoquer le début de l'enfer pour lui dans la crise qu'il est en train de vivre actuellement. Il y a CNews qui s'empare du truc, donc il y a c'est le début de l'enfer. Alors là, pour tous les sujets, c'est-à-dire c'est le début du commentariat, c'est-à-dire le commentaire sur le commentaire, sur le commentaire, et puis alors là on oublie tout, et puis c'est la sauce monte. Et là, on voit très bien dans ton livre, qui est donc un journal de bord du Cyclone, on voit très bien que c'est d'abord ta patronne qui t'appelle, puis la patronne de ta patronne, puis la patronne de ta patronne. Est-ce que tu peux raconter assez rapidement, hein, c'est-à-dire que ça monte très très vite dans la hiérarchie, avec des communiqués que tu remets là, qui sont invraisemblables, lunaires lunaires, très contradictoires, puisqu'on me disait moi je recevais des menaces de mort et tout, donc on me disait les communiqués disaient en gros soutien, enfin c'est pas soutien mais genre Guillaume Meurice avait le droit de faire cette blague, mais ça aurait été mieux qu'il la fasse pas. On le soutient, mais si maintenant il pouvait s'excuser. Enfin, c'était vraiment, c'était la panique, quoi. C'était vraiment des communiqués de personnes qui paniquent. Donc ça monte assez vite dans l'échelon de la direction, mais pour une raison simple, je pense, c'est que moi j'ai un contrat avec Radio France. Les contrats consignes, c'est avec Radio France, c'est pas avec France Inter. C'est pas chaîne par chaîne. Donc assez rapidement, j'ai Sybille Veil, donc la patronne de Radio France au téléphone, qui me dit Guillaume, faut s'excuser. Donc je dis si j'ai commis une erreur, je m'excuserai, mais là j'en ai pas. Alors d'abord t'as Charline, ensuite tu as la chef de France Inter. Laurence Bloch, c'est la numéro 2 de Radio France. Enfin, ça se passe un peu tout en même temps. Après j'ai Adèle Vendrette qui me dit moi je vais sortir un communiqué, je te préviens avant, etc. Et après j'ai Sybille Veil, donc la grande patronne, qui me dit faut s'excuser. Donc je dis non. Elle me dit dans ce cas-là, faudrait faire un petit mot pour dire pardon à ceux que j'ai choqués. Je dis là, si je fais ça, clairement, je le fais à toutes les chroniques. Et tous les chroniqueurs de France Inter, quasiment, le font à toutes les chroniques. Elle me dit oui, mais là, il y en a beaucoup. Donc je dis c'est à partir de combien? Alors, elle me dit non, mais commencez pas à jouer à ça. Et je dis, parce que moi, j'ai beaucoup de messages de soutien. Donc, est-ce qu'un message de gens pas contents, ça s'annule avec un message enfin, ça n'a aucun putain de sens de paniquer à ce point-là. Et surtout, je leur ai dit à ce moment-là, arrêtons, s'il vous plaît, de suivre les paniques morales de l'extrême droite. Arrêtons de suivre leur agenda. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Et non, ils ont continué. Après, ma foi, ça m'a fait une histoire à raconter, quoi. Oui. Et puis qu'on dévore. Mais alors, ce qu'on comprend pas bien, au fond, c'est qu'est-ce que la hiérarchie protège? Est-ce que c'est elle-même? Est-ce que c'est et elle les protège de quoi? De qui? C'est hyper intéressant. Je pense que tu as dit vraiment la bonne formule. Je pense que la hiérarchie se protège elle-même, c'est-à-dire que la structure de domination, pour continuer à exister, là c'est vraiment le cas où on voit qu'elle est absurde, qu'elle sert à rien, c'est un système très vertical. Tu vas imposer à un humoriste de s'excuser, mais d'où? Moi j'ai pris un avertissement quand même. Parce que, pas pour la blague, parce que j'ai refusé de prendre la parole après. J'ai refusé d'obéir à un ordre. On m'a dit, prends la parole. Je savais même pas quoi écrire. Enfin, ça n'avait pas de sens. Donc oui, c'est des histoires de domination, évidemment, mais de coups de pression. J'imagine qu'ils avaient des coups de pression d'en haut, donc je sais pas par quel cabinet ou quoi, et qu'ils ont été obligés de répondre à la pression. Voilà donc pour l'extrait que je voulais vous passer, qui, à mon sens, est quand même très intéressant et très important pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement. C'est que Guillaume Meurice, lui, est plutôt affirmatif sur ça, en expliquant que c'est pas forcément la direction elle-même qui lui en veut. C'est plutôt la pression qui vient de lobbies, soit d'extrême droite, soit pro-israélien. Et souvent, on a vu dans l'actualité que sur certaines thématiques, les deux lobbies étaient ensemble, s'associaient sans aucun problème, et que c'était même souvent les mêmes personnes qui étaient derrière quand il s'agissait de s'attaquer à une certaine frange de la population. Mais voilà, dans ce cas précis-là, d'après Guillaume Meurice, en tout cas,
Ce qui serait en cause surtout, c'est la pression plus que le désaccord de sa hiérarchie. C'est un extrait que je pensais quand même être intéressant de vous diffuser ce soir. Je vous invite vraiment à écouter l'interview qu'il a donnée. Elle dure plus de 2 heures, donc on va pas se faire les 2 heures maintenant. On n'aura pas le temps et je pense même que le Space finirait avec moi tout seul dessus. Il a donné plein d'interviews intéressantes. Je sais qu'il en a donné une aussi sur Beurre FM avec le journaliste Asdin Ahmed Chaouch. Vous savez, c'est l'ancien journaliste qui faisait partie de l'équipe Quotidien, qui a rejoint maintenant l'équipe d'une radio en France qui s'appelle Beurre FM, alors que c'est pas une radio locale, c'est une radio qui diffuse un peu partout, mais pas partout non plus. Et du coup, il y a une émission, je crois, qui s'appelle Le Grand Kawa, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, dans laquelle il a été interviewé il y a quelques jours. Là, c'était juste avant que sa sanction tombe. Donc voilà, je vous renvoie aussi vers ces interviews-là si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Le but de ce soir, c'est surtout d'échanger ensemble. Férouz, tu levais la main avant Charlie, donc Férouz, je te donne la parole, et puis Charlie ensuite. Et n'oubliez pas la question que je vous ai posée tout à l'heure, à savoir, selon vous, comment on peut contrecarrer ces offensives envers la liberté d'expression lorsqu'elles émanent d'un seul camp politique, puisque force est de constater que là, c'est surtout un camp qu'on essaye de museler. Férouz, je t'écoute. Oui, ce que je trouvais, alors c'est hyper intéressant ce que tu viens de passer, comme je l'avais déjà écouté, puis celle de Blast aussi, et puis celle de effectivement Beurre FM. Je trouvais ça intéressant, dont la manière dont Guillaume Meurice se défend, c'est que déjà il n'est pas envahi par la peur. Il se place en tant qu'humoriste et il défend son métier. Enfin voilà. Il sait pourquoi il est là. On aime, on n'aime pas. C'est pas la question. Je reviens un peu des années en arrière. On a à France Inter Emmanuel Barré. Si je me trompe pas, c'était sur Sarkozy. Et donc là aussi, des pressions sont venues et il s'est fait jarter de France Inter. Et c'était comparé à cette fois-ci, ce qui arrive à Guillaume Meurice, c'est qu'il y a une équipe qui tient la barre. Et donc, à un moment donné, ils font un rapport de force qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas d'où la pression vient. Très sincèrement, j'en ai aucune idée. Si le gouvernement si Radio France n'est pas capable de tenir une barre et protéger ses salariés, elle ne fait pas son boulot. Point barre. Donc de dire les directeurs ou les chefs de France Inter ils sont soutien, s'il te plaît, quand tu as une direction qui tient la route, elle fait barrage, point barre. Donc ils sont défaillants. Mais je trouve ça intéressant, le décalage qu'il y a par rapport à Emmanuel Barré et aujourd'hui par rapport à Guillaume Meurice qui là fait soulever. On sent qu'il y a un moment important en France sur la liberté d'expression, surtout la liberté d'expression qui est clairement antiraciste, dit de gauche, wokiste, tous les mots que vous voulez mettre à l'intérieur, et pour pouvoir être censuré. Mais ce qui est intéressant dans la position de Meurice, c'est qu'il ne fait pas paraître la peur. Et l'équipe entière l'a prouvé ce soir dans leur émission. Voilà. Merci Férouz. Charlie, et ensuite ce sera Ahmed. Ouais, merci. Du coup, super, parce que ça me permet de rebondir sur ce que disait c'est Ahmed, je crois, qui a évoqué certains points, et Férouz. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qui se passe, de faire une analyse politique de ce qui est en train de se passer depuis un certain temps. Alors, la question de la censure dans les médias français, il ne faut pas non plus se mettre des œillères. Elle a toujours existé. Il y a toujours eu de la censure. Si on monte à l'époque de l'ORTF, on n'en parle même pas. C'était censure officielle. Mais après, la censure a existé. Elle a pris une autre forme, mais elle a existé. Et si on fait un saut dans le temps, souvenez-vous juste des Guignols. Les Guignols de l'info. C'était une émission qui cartonnait, que n'importe quel Français lambda connaissait, était capable de vous citer une réplique des Guignols,
Et à l'époque, comment il s'appelle l'autre là, mégalomane là, qui était parti à New York avec son appart de ouf, J2M, Jean-Marie Messier. Quand Jean-Marie Messier est arrivé, a pris le contrôle du groupe Canal, ça lui a pris quelques temps. Et finalement, il a supprimé les Guignols de l'info. Et c'est marrant, c'est Bruno Gassio, l'un des auteurs historiques des Guignols, qui rappelait ça hier ou avant-hier, qui expliquait que c'est à peu près les mêmes procédés qui sont en train d'être utilisés par France Inter pour essayer de mettre à la marge une émission intéressante. Les Guignols, ça s'était passé de la même manière. Ils avaient d'abord déplacé l'émission. Pour ceux qui se souviennent, je ne sais pas si tu te souviens d'elle, les Guignols à l'époque, c'était tous les soirs à 20h. Et d'un coup, Messier et ses équipes ont décidé que les Guignols, ils allaient les mettre le dimanche. Je crois que de mémoire, c'était le dimanche matin. Ils disaient qu'ils leur avaient consacré 1 heure, que c'était beaucoup mieux, qu'il fallait leur permettre... Voilà. Et sauf qu'il ne passait, il n'y avait plus cette quotidienne où c'était une émission qui, à l'époque, une émission qui faisait des élections quasiment. Et parce qu'ils avaient une analyse super fine de l'actualité, avec l'impertinence de Gassio et d'autres qui sont arrivés après lui, etc. Et là, ce qui est en train de se passer avec l'émission de Charlie Van Leeuwenhoek, c'est à peu près la même stratégie qui est en train d'être utilisée, déplacer déplacer ça le week-end et au fur et à mesure essayer d'en sortir un, puis l'autre, etc. pour finalement arriver à faire péter le truc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un point, il y a une expression qui n'a pas encore été citée depuis que tu as lancé ton space, Adèle, c'est la notion de concentration des médias. Il ne faut pas oublier que cette histoire de concentration des médias a toujours été un problème en France pour la liberté, quelle que soit cette liberté, que ce soit la liberté des humoristes ou la liberté des journalistes d'exprimer fortement des désaccords vis-à-vis notamment des pouvoirs en place. On l'a déjà dit dans des espèces, on va le redire. Si Bolloré, Bouygues, Drahi, qui a revendu maintenant, et d'autres prennent des parts dans les grands médias, ce n'est pas pour faire de la thune avec les médias, c'est pour avoir un contrôle sur l'information et pour avoir un contrôle sur la manière dont sont traités certains sujets liés à leur domaine d'activité dans leurs industries respectives. Et pour le coup, il faut reconnaître une chose à Rodolphe Saadé, qui a pris le contrôle des BFM il y a quelques jours, il l'a dit clairement, il a dit « Moi, je suis sur mes médias, j'entends parler du groupe CMA CGC, bon, vous avez compris, CMA CGC. Merci. Je vais mal le prendre. Il l'a dit de manière très claire, sans s'en cacher, à la différence des autres chefs d'empire médiatique. Et pourquoi ce lien avec la concentration des médias, il est intéressant? Et je vais faire la boucle avec ce que vous disiez tout à l'heure. Avant la concentration des médias, elle était au service de quoi? Elle était au service des puissances économiques. Et c'était exclusivement au service des puissances économiques. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est super inquiétant qui est en train de se passer. C'est que cette concentration des médias, non seulement est toujours au service de l'intérêt des puissances, mais cet intérêt se conjugue avec les questions identitaires. Et c'est encore plus inquiétant. Je me souviens. Pardon de te couper, Charlie. Ton micro il coupe parfois, on comprend pas toujours tout. Mais continue, hein, c'est juste pour t'indiquer que tu as des soucis de connexion là. Ouais, ça déconne. Je vais juste en profiter pour faire un petit correctif sur ce que tu as dit concernant les Guignols. C'était pas Jean-Marie Messier. Alors Jean-Marie Messier, c'était le président de Vivendi, mais celui qui était à l'origine de l'éviction des Guignols, déjà à l'époque en 2015, pardon. C'était le président du conseil de surveillance de Vivendi, et déjà à l'époque c'était Vincent Bolloré. Donc voilà, c'est lui qui à l'époque. Mais là où je suis pas. Je t'entends beaucoup mieux là. Je t'entends beaucoup mieux. Ouais, je suis sorti sur mon balcon. C'est Jean-Marie Messier qui l'a initié. C'est l'ère Jean-Marie Messier qui a commencé justement à resserrer les boulons sur certaines émissions du groupe Canal+. Et derrière, Bolloré a achevé le boulot. Mais c'est à partir de l'époque Jean-Marie Messier. Mais c'est longtemps avant, Charlie. Virage.
C'est longtemps avant. L'époque Jean-Marie Messier, c'est les années 2000. Et la fin des Guignols, c'est plutôt à partir de 2015. Et 2015, c'est là où Bolloré a fait son taf. Et d'ailleurs, la méthode qui a utilisée, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que la méthode qui a été utilisée, c'est la même méthode que celle qui a été utilisée là envers l'émission de France Inter. C'est-à-dire que ça consiste d'abord à réduire le temps d'antenne, enfin la fréquence sur l'antenne, à déplacer la case, à prétexter des moyens stratégiques, etc. Et petit à petit, en fait, on vide le contenu de sa substance jusqu'à faire en sorte que l'émission ne marche plus et du coup l'arrêter en prétextant des problématiques d'audience, quoi. Donc ouais, ça c'est une technique très connue. Après, quand tu mets la fin des Guignols 2015, bon, pour moi, je la mets pas là. 2015, c'était plus vraiment les Guignols, c'était un truc un peu bizarre à la Bébé Show qui avait été mis en place. La fin des Guignols, moi, je la situe bien avant les vrais Guignols historiques. J'avais oublié le Bébé Show. Ouais, tu te souviens pas de quand il l'avait. Mais même les Guignols, sur la fin, c'était devenu le Bébé Show. Mais juste pour terminer sur ce que je voulais dire, pourquoi les questions d'identitaire dans la concentration des médias, on est obligé d'en parler. Prends ce qui s'est passé avec l'affaire Nassira El-Moadem. Et il y a une journaliste, Assina, je crois, Mechaï, qui en parle dans l'un de ses tweets, où elle reprend cette dynamique qui est très utilisée par l'extrême droite. Ça recoupe, Charlie. Pardon, je ressors. Je te disais, elle est très utilisée, une mécanique qui est très... Tu m'entends bien là ? Une mécanique qui est très utilisée par l'extrême droite quand il s'agit de mettre le focus sur une personne qu'ils veulent démolir. C'est ce qui s'est passé sur l'affaire, par exemple, Nassira El-Moadem, où ça part d'un tweet très simple. Derrière, tu as Morandini qui fait monter la sauce en invitant un certain Julien Audoul, le député du Front National, qui derrière provoque une espèce de tas de boue qui se déverse sur Nassira El-Moadem. Derrière, tu as Hanouna qui prend le relais, tu as tout le groupe Bolloré qui prend le relais. Et pourquoi ça, c'est super important à comprendre, c'est que il fut une époque, la concentration des médias, encore une fois, n'était qu'au service de la puissance économique. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une telle concentration des médias et que l'extrême droite soit aussi forte et aussi présente au quotidien, qu'elle soit capable justement de créer de l'actualité, parce que aujourd'hui, elle a à son service un groupe médiatique qui la sert parfaitement. Au point où, je ne sais pas, le Parti socialiste et les gens qui me connaissent savent le dégoût que j'ai pour le Parti socialiste et que je souhaite sa mort politique comme ça l'a été pas très loin il y a 2 ans. Le Parti socialiste, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire, il a toujours eu cet ADN liberté d'expression, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, on a un Parti socialiste qui nous dit, qui valide les décisions que souhaite prendre la direction de Radio France à l'égard de Guillaume Meurice au nom d'une soi-disant limite dans la liberté d'expression. Et ça, il ne l'aurait jamais fait avant si l'extrême droite n'avait pas une telle force et n'était pas capable, comme elle l'est aujourd'hui, de mettre en avant certains sujets qui ne l'étaient pas autant avant. Voilà, désolé. Merci Charlie. Mais effectivement, c'est intéressant de se focaliser aussi, enfin, de se concentrer sur ces liens avec l'extrême droite, parce que cette notion de géométrie variable, elle est intimement lié justement aux pressions, c'est ce que disait Guillaume Meurice. Mais tout à l'heure, c'est Jess qui parlait de lobbying, notamment pro-israélien. Mais moi, j'ai remarqué, ça fait de nombreuses années que j'ai remarqué ça, mais on l'a tous vu au fil des années, c'est que le lobby pro-israélien et l'extrême droite française ont fait alliance depuis maintenant de nombreux alliés et ont pris pour cible, la même cible pour des objectifs différents, mais leur ennemi commun est le même. Et on le voit bien. Et typiquement, je pense que Guillaume Meurice là est aussi quelque part une sorte de victime collatérale, dans le sens où il y a une histoire d'intérêt croisé et lui, il s'est intéressé à une thématique sur laquelle il fallait absolument pas aller. Et du coup, il y a convergence des luttes entre guillemets de ce côté-là. Mais effectivement. Et tu sais quoi, juste pour, et après je me t'ai promis pour aller dans le sens
conséquence de ce que tu viens de dire, lisez ce que disait Steve Bannon. Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Steve Bannon. Steve Bannon, c'était le conseiller de Donald Trump quand il était président. Et ensuite, il est venu en France. Il a commencé à bosser, notamment avec Marion Maréchal Le Pen. Steve Bannon disait qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, qu'il y ait une convergence entre les mouvements identitaires en Europe et la politique israélienne pour que les choses puissent avancer pour les mouvements identitaires. C'est Steve Bannon qui avait théorisé ça il y a quelques années. Merci Charlie. Du coup, tu disais que tu allais te taire, mais pas obligé. Hein. L'objectif, c'est que vous puissiez discuter et dialoguer ensemble. Alors c'est vrai qu'on s'approche, on s'approche grandement de minuit, donc on va faire un débat de 2 minutes, mais on pourra reprendre la thématique plus tard dans la semaine si vous le voulez bien. Là, c'était juste pour réagir à chaud quand même à ce qui s'est passé ce soir sur l'antenne de France Inter. Allez, je me tais. Dans l'ordre, j'avais noté Ahmed qui levait la main, ensuite Valtina et ensuite Maldon. C'est à toi, Ahmed. Oui, alors pour répondre à ta question, revenir sur ce que tu demandais, sur les solutions, les différentes solutions, je pense qu'il faudrait revenir sur les solutions qu'on avait déjà abordées sur le space précédent, sur les fake news, et que tu avais proposé, dont on avait discuté, par exemple sur la politique de la chaise vide et faire en sorte qu'elle ne soit pas si vide que ça. Et dans la continuité en plus de ce space-là, j'avais pensé à un truc. Il y a ce côté, on s'était dit que aujourd'hui, dans les plateaux, quand il y a des dingueries qui se disent, ou en tout cas quand il y a des propos qui se tiennent, c'est souvent des invités de l'extérieur qui viennent et qui posent leur crotte de nez et qui repartent. Et c'est ce qu'on va retenir. Et ça a été finalement un fusible sur qui la chaîne ne comptait même pas, mais voilà, qui a réussi à faire son petit coup de polémique et le truc qui va prendre de l'ampleur sur les réseaux. Et en fait, ça, je crois que ça manque du coup ce truc d'invité one-shot de gauche qui peut aller sur ce genre de plateau et qui peut prendre des positions assez osées, ou en tout cas dénoncer des choses que les gens ne vont pas oser dénoncer parce qu'ils ont peur, ils ont une carrière, etc. Et ça, je pense que ça nous manque d'avoir des profils, ou en tout cas d'avoir ce réflexe de demander des droits de réponse, comme on l'avait évoqué, mais aussi d'avoir cette présence qui permettrait d'avoir un discours qui n'est pas forcément entendu sur ces plateaux-là, et qui parfois pourrait marquer, dénonce. Quand on parle de censure et qu'on voit qu'on n'en parle que dans les réseaux et que finalement sur les plateaux, quand ils en parlent entre eux, pour eux c'est normal que Meurice soit viré, sauf ses collègues et ceux qu'ils connaissent. Et l'une des actions aussi qui du coup ne nous concerne pas nous directement et qui est efficace et qui envoie un message lourd, c'est comme celui de Jamil Le Schlag. Sa démission, elle est très courageuse et faut lui accorder ça. C'est une décision très courageuse. C'est une démission digne, par la tête haute. Et le message qu'il renvoie quand il fait ça, ça marque. Je pense que ça marque les esprits. Et si d'autres personnes osent, à son niveau, qu'ils ont une certaine réputation, qui sont connus, des artistes, etc. On a souvent parlé de la position, de la place des artistes dans ces débats-là, est-ce qu'ils doivent se prononcer ou pas. Et ben là, on voit bien que quand un Jamil Le Schlag le fait, il y a un écho, les gens le voient et ça, ils commencent à se questionner, à se dire ah ouais, carrément, ok. Donc il y a même un comédien qui est là depuis 3 ans et qui décide de démissionner parce qu'il se sent censuré. Et ça envoie un message lourd et fort. Et je pense que voilà, il y a besoin de ce genre de pratiques en fait. Finalement, c'est pas les plus morales ou les plus simples à tenir, mais il en faut. Du one shot comme eux ils font, il faudrait aussi qu'on fasse ce genre de one shot. Voilà. Alors merci pour ton intervention Ahmed, peut-être qu'il est nécessaire de préciser là parce que tout le monde n'était pas forcément là mercredi. Alors c'est vrai que mercredi dernier, c'était mardi dernier pardon, la veille du 1er mai, j'avais fait un space improvisé pareil sur Twitter, enfin c'était sur les différentes plateformes et notre échange avait duré quand même 4 heures
4 heures qui était très intéressante. L'idée de la thématique, c'était comment lutter contre les fake news. Vous étiez pas mal à intervenir, on a eu des échanges très intéressants. Alors, il y a eu plein de pistes qui ont été données. Moi, j'avais fait également une sorte de petite liste d'actions concrètes à faire au quotidien pour chacun et chacune d'entre nous pour lutter contre les fake news. Et ça, c'était une liste d'actions qui sont issues en fait de mon expérience professionnelle au sein des médias. Et ce sont des choses que j'ai vues clairement pratiquées par d'autres groupes d'influence au sein des médias, et j'ai vu ces actions-là pratiquées et j'ai vu aussi leur influence au sein de ces médias-là. Donc j'avais donné des pistes, donc c'est à ce à quoi tu faisais référence là, Ahmed. Peut-être que ce que je vais essayer de faire, un résumé de ce space-là. Ça dure 4 heures, donc il va me faire un peu de temps pour le faire. Mais voilà, essayer de résumer tout ça en une demi-heure et je vous mettrai ça sur YouTube pour que chacun puisse profiter des pistes qui avaient été données, parce que je pense que ce sont des outils qui peuvent être utiles à chacune et chacun d'entre nous. Donc ça, c'était pour la partie média. Et à la fin, on s'était concentré aussi un peu plus sur la partie réseaux sociaux, où là, on avait évoqué également d'autres pistes pour faire éteindre la parole raciste et discriminatoire sur les réseaux. J'avais évoqué notamment le DSA, etc. On pourra potentiellement faire un space dédié autour de ça. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir, envoyez-moi un petit message et puis on pourra revenir sur ça si ça vous intéresse d'avoir des clés autour de ces outils-là. Mais tu as raison, Ahmed, effectivement, la politique de la chaise vide, à mon avis, fait aussi partie du problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de pratiquer la chaise vide, forcément, c'est 2 fois plus de puissance pour les fachos. Il y a, dans l'ordre, Valtina, puis Maldon. Ah, Maldon est parti. Maldon est redescendu. Bonsoir, Valtina. Maldon, si tu veux remonter, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est volontaire. Si tu veux remonter, n'hésite pas à redemander la parole. Valtina, on t'écoute. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, merci beaucoup Abdel pour ce space qui est plus que nécessaire. Il va falloir discuter effectivement autour de ces sujets-là parce que, à un moment, comment on va faire pour s'organiser face à ça? Je vais remonter un peu plus loin que vous tous, puisque je pense que je vais parler d'une époque où beaucoup parmi vous n'étaient pas nés. Il s'agit de l'époque 89-2014, et il s'agit en l'occurrence d'une émission qui s'appelait Là-bas si j'y suis. Là-bas si j'y suis, c'est le monde diplomatique en fait qui en parle le mieux. C'est une émission qui était juste magnifique en fait, récompensée par plein de prix. Et c'était une émission qui était diffusée sur France Inter. Alors pareil, au début c'était 14h, et puis après on l'a mise à 15h, et puis après elle a été à 17h. Alors là l'audience elle a explosé, et du coup elle a été remise à 15h pour être sûr que il y ait le moins d'audience possible. Et en fait c'était une émission, ça c'est pareil, c'est le monde diplomatique qui en parlait, qui était quelque chose comme un contre-pouvoir médiatique, un lieu unique de résistance à l'ère du temps. Les oubliés de la grande information y retrouvent les vaincus du système, les sans grades, les sans paillettes, les anonymes du bout de la France et les copains de bistrot que les reporters de l'équipe Mermet savaient écouter avec une fraternité sans chichi. C'était une émission, vous vous posiez, vous entendiez au début de l'émission la moto de Mermet qui démarrait, et Noël Mermet, il était capable d'aller en Amérique latine, faire des reportages sur des gens, mais des gens normaux, quoi, pas forcément des gens ultra riches qui vivent à Dubaï, qui nous montrent la luxure, etc., sur des gens normaux. Il allait en Éthiopie faire un reportage sur les falachas. Il allait dans les cafés dans le nord de la France où on entendait des ouvriers parler librement. Et c'est vrai que c'était une émission qui insufflait un contre-pouvoir justement à tous les médias qu'on pouvait entendre, etc. déjà à cette époque-là, parce que la machine, elle s'est pas mise en route hier. Et donc cette émission, elle a duré de 89 à 2014. Et en 2014, on a dit à Mermet que ça serait sa dernière émission. Du coup, il a ouvert un site. Je vous invite à aller voir. Il a ouvert sa propre chaîne, etc. Sur laquelle on retrouve encore des choses très intéressantes, mais ça n'a plus l'envergure que ça pouvait avoir à cette époque-là. Et je voudrais finir par une analyse, c'est que ma crainte, moi, c'est que face à tout ça, on fasse focus essentiellement sur la question identitaire.
Et c'est vraiment là où ils veulent nous amener, parce que c'est là où on a le plus de chances de se diviser. Parce que la complexité identitaire, en fait, elle a beaucoup de mal à nous mettre tous raccord, et ça nous déstabilise, et ça fragilise l'opposition qu'on pourrait avoir face à ce rouleau compresseur qui s'avance en face de nous. Et moi, je pense que si on reste justement dans cette analyse identitaire, on risque de restreindre un petit peu notre analyse, même si elle s'appuie sur du réel. Parce que pour moi, en fait, la question identitaire et actuellement la question de la Palestine, c'est juste un outil pour faire taire l'opposition et couper des têtes. Je ne pense pas que ce soit une fin en soi, même si ça va être très confortable sûrement pour la division et pour s'appuyer et pour mettre des lois complètement liberticides, complètement discriminatoires, etc. Je pense que la finalité en fait de l'utilisation de la question identitaire et actuellement de la Palestine, c'est vraiment pour couper les têtes de toutes les oppositions au système. Et c'est pas simplement les opposants qui vont être sur les luttes antiracistes, etc. Non, je pense qu'on est vraiment au-delà de ça. Mais le terrain, en fait, a tellement été labouré, a tellement été préparé, a tellement été bêché, etc. Enfin, la terre, elle est tellement fertile pour accueillir justement cette contradiction et mettre en opposition les gens sur les questions identitaires qui ne se privent pas de le faire. Mais je pense qu'on se restreindrait à vouloir concentrer notre opposition sur les questions identitaires, même si c'est nécessaire. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas monter une opposition là-dessus, mais il va pas falloir s'arrêter là-dessus. Et je maintiens que les camarades que je connais qui ont été condamnés ou qui vont l'être sûrement pour les questions sur la Palestine, c'est un bon moyen aussi de les faire taire sur toutes les oppositions et sur toutes les luttes qui peuvent mener. Merci beaucoup Valtina pour ta... Hop, attendez, je m'entends plus. Hop, si je fais ça... Allô, est-ce qu'on m'entend ? Moi, je m'entends plus. Ah si, maintenant je m'entends, pardon. Merci beaucoup Valtina pour ton intervention. On va se quitter là, les amis. Il est minuit, j'avais dit que le space devait pas être forcément trop long. Merci, je vois que vous êtes pas mal là à être présents à l'écoute. Bah, merci à vous toutes et vous tous. On pourra refaire un space autour de ça si vous le voulez dans les prochains jours. On le fera avec plaisir, c'est juste que là, je voulais pas trop déborder. Je vais vous donner la parole pour un mot de conclusion rapidement à vous trois qui levez la main. Jess, Férouz et Charlie. Donc on commence par toi Jess. Ensuite ce sera Férouz et puis Charlie t'auras le mot de la fin. J'ai failli la faire à l'américaine. Charlie. Faut que j'arrête de... Hop, un peu de gazouille, un peu de limonade. Jess, c'est à toi. Oui, un jour, il faudra parler des droits pour ce monsieur algérien là et des droits que le monde entier lui devrait lui verser. Tu veux nous la faire à la Masdac, c'est ça? Exactement. Oui. Comment tu sais ça? T'es abonné à Masdac? Ok, je vois tout à fait. Oui, on pourra en parler. Et d'ailleurs, on pourra même un jour faire un space dédié autour de cette fameuse émission. Là, si vous voulez un space où ça clash et tout, on pourra le faire, il n'y aura pas de problème. Je te donne la parole dans un instant, Charlie, mais d'abord Jess et Férouz. Voilà, donc pour terminer, pour dire quelque chose brièvement, donc bien évidemment par rapport à la concentration des médias, Bourdieu l'expliquait très bien, d'ailleurs je conseille à tous de lire le livre. Concernant donc les médias, bien évidemment, mais il y a aujourd'hui un parti politique qui remet en cause cette concentration des médias, c'est la France Insoumise, qui est d'ailleurs critiquée sur tous les plateaux. Donc déjà, ça serait bien d'aller voter pour ce parti justement qui rappelle que la privatisation des médias, ce n'est pas bon, ça contrôle les masses et ça les conduit aujourd'hui, là on le voit sur les questions identitaires qui sont faites pour nous opposer. Et après, par rapport à ce que tu disais Valtina, j'ai un petit désaccord sur la question palestinienne. Bien évidemment qu'il ne faut pas prendre parti que pour ce sujet-là, je suis d'accord, et se réunir que sur ça. Mais aujourd'hui, comme aujourd'hui, la classe bourgeoise nous a ramené à prendre position sur Israël et qu'on a vu les fake news et les mensonges les constants par rapport à ça, bien évidemment, on prend parti pour aujourd'hui une question qui rappelle à notre humanité qu'on ne doit pas se taire sur ce qui se passe et que nos frères et nos sœurs en humanité sont en train de se faire bombarder. Donc cette question, elle est essentielle aujourd'hui, bien évidemment. Merci Jess, merci beaucoup. Férouz?
J'irai dans la même lignée que Jess, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la richesse du capitalisme est issue du colonialisme et à un moment donné de l'oppression de nos corps de racisés, et que, comme le dit très bien Rima Hassan, la question palestinienne est venue tendre quelque chose dans notre société qui est très intéressante et qui rappelle que notre pays est profondément raciste et qu'à un moment donné, les luttes ne seront jamais gagnées si cet aspect-là n'est pas mis en avant. C'est-à-dire que la richesse qu'aujourd'hui on a et notre petit confort d'occidental, on le doit parce que en fait on a massacré les nôtres dans les pays colonisés. Donc jamais l'oublier. Voilà. Et aussi Taïa Palestine et alors Charlie, juste avant, ce qu'a dit Férouz juste avant, ça me fait penser au fait que ce soir sur BFM TV, il y a Rima Hassan qui était interviewée par Benjamin Duhamel, et alors j'ai regardé l'interview et moi ça m'a sauté aux yeux, c'était clairement une interview piège. Je pense qu'elle a été on lui a menti dans son invitation, on lui a fait croire qu'on allait l'inviter pour en tant que candidate aux élections européennes, mais clairement l'interview était plus qu'orientée. J'ai reconnu pas mal de mécanismes et de codes utilisés dans ce milieu justement pour piéger les intervenants. Clairement, Benjamin Duhamel, il a utilisé toute sa besace, les codes, les clichés, tout ça. Elle s'est super bien défendue, Rima Hassan, pour le coup, elle s'est pas laissée déstabiliser, elle est pas tombée dans les pièges, etc. Mais je suis en train de me demander si potentiellement il y aurait pas matière même à faire un signalement Arcom au manquement de la déontologie de l'information. Parce que de ce que j'ai vu, il y a eu des moments très 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 douteux. Avant de vous le dire... C'était pas une interview, Abdel. Excuse-moi, je t'interromps, c'était pas une interview. Elle a été convoquée par la police il y a quelques jours. En fait, sa convocation, elle l'a faite ce soir sur BFM TV. Elle n'était pas, c'était pas une interview. Oui, alors là, Charlie, je comprends la note, mais là, je voulais parler vraiment d'un point de vue purement objectif. Si, sur le plan journalistique, c'est une interview, mais c'est une interview tronquée et piégeuse. Toi, c'est un brin d'humour dans ce que tu fais, mais je voulais juste garder le côté sérieux sur ça, parce que pour moi, il y a véritablement un sujet légal derrière cette interview-là, c'est-à-dire que on est vraiment dans de la désinformation. Donc, il faudrait que je regarde l'interview, puisque franchement, j'ai regardé ça, mais je faisais autre chose en même temps. Il faudrait que je me retape l'interview pour voir potentiellement les passages précisément qui pouvaient être litigieux. Mais enfin, il y a dans cette interview clairement 2-3 passages où le journaliste Benjamin Duhamel a cherché véritablement à lui faire dire des choses dans l'objectif de créer une polémique tout au long de la semaine avec pour cible Rima Hassan. C'était gros comme le nez au milieu de la figure, et sauf que Rima Hassan s'est pas fait avoir. Franchement, elle a mené parfaitement son interview, et ça me fait penser aussi d'ailleurs à ce qu'a dit cette semaine Léa Salamé dans une interview où elle explique en gros que pour elle l'information, le journalisme, etc. c'est pas ce qu'il y a de plus... Attendez, je vais vous mettre l'extrait, comme ça va vous parler de vous-même à un moment donné. L'extrait va parler de lui-même. Donc ça, c'est Léa Salamé qui répond à une interview de Combini. Écoutez bien le propos. Ça va vous résumer véritablement la pensée dominante dans le journalisme de masse, dans les médias de masse, et il y a une partie du problème aussi qui se trouve là, selon moi. Le plus important, évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. C'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment où il va se passer un truc. Voilà. Et donc là, vous avez un recodage total de la fonction de journaliste, c'est-à-dire que le journalisme a délaissé sa mission principale, qui à la base est quand même de recueillir les faits, de les analyser et de les donner au public pour pouvoir les comprendre. Là, on n'est plus du tout dans ça, on est vraiment dans du show, quoi. C'est ce qu'on appelle l'infotainment, c'est du divertissement, c'est du spectacle. C'est ce que je vous dis, moi, depuis de nombreuses années, la télé, c'est du spectacle. Les médias sont un spectacle de manière générale, et quand vous voyez une émission comme celle de Cyril Hanouna, etc., faut pas regarder ça avec les tripes en commençant à se faire des boules de stress, etc. Non, c'est un spectacle. En fait, vous êtes en train de regarder
C'est comme si que vous alliez au cirque. C'est vraiment la même chose. La seule différence, c'est que ce cirque-là, il est vu par des millions de personnes depuis chez elle. Et les gens qui n'ont pas les lunettes pour pouvoir regarder ce spectacle-là de façon... avec l'angle avec lequel il faut le regarder, ils vont prendre la chose au premier degré, et c'est là où ça crée des véritables drames, parce que derrière ça influence les opinions, et ça crée aussi derrière, on part d'une réalité fantasmée dans les médias qui finit par devenir une réalité concrète pour le citoyen au quotidien. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être vous retrouver un extrait qui parle de ça parfaitement. Ouais, tiens, je l'ai sous la main. Je vais vous le mettre là, ça dure pareil 2 minutes. Je vous le mets là, ça n'a pas forcément lien avec la liberté d'expression à géométrie variable, quoique si. Et c'est le mathématicien Marwan Mohamed qui était invité dans une émission de Camille Abderrahmane, là, vous savez, son émission Salade Tomate Oignon, et il avait dit un truc très intéressant. Il parlait d'une étude, en fait... je vous mets pas le préambule, vous allez comprendre de vous-même, écoutez l'extrait. C'est-à-dire qu'on voit que dans les médias, et je peux le démontrer, il y a de plus en plus de discours et de prescriptions racistes, et que ces prescriptions, elles émergent de l'extrême droite, et puis ensuite elles circulent. Elles sont recodées, reformulées, et elles circulent. Pas nécessairement dans le même langage, pas nécessairement avec la même formulation, mais en visant les mêmes populations et avec les mêmes objectifs. Alors, et je vous mets la deuxième partie. En 2000, au début des années 2000, 2 scientifiques qui s'appellent Daniel Kahneman et Amos Tversky ont eu le prix Nobel pour leur recherche qui était focus sur la question qu'on appelle le cadrage. Le cadrage, c'est la manière dont on pose les questions et dont on formule les choix. Et on voit aujourd'hui, par exemple, que les sondages dans l'opinion jouent énormément dans le traitement médiatique qui est fait des questions. Et on voit que la manière de poser les questions et de proposer des choix induit un certain type de réponse. Donc plus on pose les mauvaises questions dans de mauvaises formulations, plus on fait émerger en fait des attitudes qui sont de plus en plus normalisantes vis-à-vis du racisme. Et c'est ça qui fait que un racisme qui était inacceptable dans les formulations il y a 20 ans devient de plus en plus possible, de plus en plus probable. Et les médias, en fait, ils ont un lien avec la réalité, qui est un lien qu'on peut étudier. On peut appeler ça en fait une projection co-intégrée du réel. Une projection, pourquoi ? Parce que les médias, c'est pas le réel. C'est pas le monde réel. Donc, quand on est au travail ou quand on est sur un plateau, on voit des choses qui sont différentes de ce qu'on voit dans le réel. Mais elles sont co-intégrées, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le réel informe ce qui se dit dans les médias, et ce qui se dit dans les médias produit des effets dans le réel. Donc à force de répéter à longueur de journée, les musulmans sont un danger, les Roms sont des voleurs, les réfugiés sont des violeurs, les gens qui sont des immigrés sont un problème, les femmes sont comme ceci, les pauvres sont comme cela. Au fur et à mesure, au lieu de se parler les uns les autres entre voisins, ou entre amis, ou entre collègues, ou entre eux, en fait, on commence à regarder les écrans et on se représente les uns les autres à travers ce qui est dit dans ces médias. Et pourquoi je disais que c'est tellement paradoxal dans la société française ? Parce qu'en fait, cet espace de représentation, il va en sens inverse de la société française. Il y a de plus en plus de mixité, d'amitié, de fraternité, de vie ensemble, en commun, dans le quotidien des Français. Et dans l'espace de représentation, il y a exactement le sens inverse. On divise, on essaie de cliver, parce qu'on va pouvoir segmenter et capter tel type d'électorat, le montrer qu'être telle autre population, et au fur et à mesure gagner un point de vote, un point d'intention, pour essayer de gagner un peu plus dans les sondages. Voilà, je tenais à vous mettre l'extrait parce que j'avais plus la source des scientifiques en question, etc. C'était beaucoup plus intéressant de vous remettre l'extrait original, mais tout ça pour vous dire donc que la télévision et les médias de manière générale, c'est un spectacle, il faut le prendre en tant que tel, et même quand il s'agit de journalisme. Et donc pour en revenir à ce que je disais, l'interview de Benjamin Duhamel était un véritable piège, et l'objectif derrière, c'était de faire de la propagande politique. Et Rima Hassan n'est pas tombée dans ce piège, donc bravo à elle. Mais franchement, il faudrait que je re-regarde l'interview pour isoler les passages en question qui étaient problématiques. Charlie, tu auras le mot de la fin, comme promis. Ouais, je te rejoins sur l'interview Rima Hassan, Benjamin Duhamel. Là où je disais sur un ton un peu humour que c'était une convocation, ça ressemblait vraiment à une convocation. Elle a passé une bonne partie de son interview à devoir commenter des positions de Jean-Luc Mélenchon sur des moments. D'ailleurs, à un moment, c'est là où elle a été très forte, c'est qu'elle lui fait remarquer à un moment, elle lui dit: hey mec, moi je débarque en politique, t'es en train de me demander de commenter des positions de la France insoumise d'idées qui datent de je ne sais combien d'années. Oui, il lui a ressorti des extraits d'il y a 15 ans. Ça montre à quel point ils n'ont rien sous la main.
C'est vraiment de la folie. C'est comme si il recevait un candidat des Républicains et Jacques Chirac, qui est décédé à une époque, a déclaré ça. Il faudrait nous dire ce que vous en pensez, en fait. C'est pas le sujet. C'est en ça où il y a vraiment eu un côté très procureur dans la façon dont il a mené l'interview. Mais ouais, t'as raison, ça serait intéressant d'en parler dans un autre space. Juste 2 choses pour conclure de mon côté. Sur la question des identités, je partage pas forcément, en tout cas pas complètement l'analyse qui a été faite tout à l'heure. La question identitaire est super importante parce que aujourd'hui, ce qui fait encore barrage à l'extrême droite, c'est le fait que le capital et ceux qui font de la question identitaire la priorité ne se confondent pas totalement jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, il est en train de plus en plus fondre. À HEC, il y a l'extrême droite qui a été accueillie avec des applaudissements. Le MEDEF invite en toute décontraction des gens de l'extrême droite pour faire des conférences, etc., etc. Et je crois, mais il faudrait que je vérifie, je crois que c'est François Bégodeau qui avait dit il y a quelques années, le jour où le jour où le capital validera l'extrême droite, alors il faudra s'inquiéter. Et on y est totalement. C'est pour ça que les questions d'identité, bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais on ne peut pas en faire l'économie. Et j'en avais terminé. Tu veux fermer juste après ? Juste une petite citation avant de fermer. Oui, non, vas-y, reste encore. Tu peux y aller. Hein, si ça dure une ou 2 minutes, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste, je veux pas qu'on soit là encore jusqu'à 2h du mat', c'est tout. Non, c'est une citation pour. Si, en fait, il faut absolument que je parle. Quoi, t'en as jusqu'à 2h du mat'? Hassan. Non, il faut absolument. On l'a pas cité, mais il faut absolument qu'on cite le docteur Hassan Abou-Sita et ce qui lui est arrivé cette semaine en France, hier, à Roissy. Pour ceux qui ne savent pas, il s'est fait recaler, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, chirurgien très connu, qui est également une personnalité éminente de l'université de Glasgow en Écosse, qui a opéré à Gaza il y a quelques. Je ne t'entends plus, Charlie, on t'entendait. Je t'entendais plus. Alors, je sais pas si c'est. Non, en fait, je sais pas si ça vient de chez toi ou de chez moi. Non, je pense que c'est moi. D'accord. C'est moi, je rebouge là. On t'entend. Non, mais c'est mon Twitter qui a dû lâcher. J'ai eu une bulle comme quoi l'application allait planter. Je disais qui est un chirurgien qui a opéré non seulement à Gaza, mais dans de nombreux terrains de guerre. Il a été en Syrie, au Yémen et dans bien d'autres terrains de guerre. Donc, il connaît parfaitement ces terrains-là, qui devait intervenir hier dans un colloque organisé par une sénatrice écologiste, Raymonde Ponget, je ne me souviens pas complètement de son nom, et qui a été bloqué à l'aéroport de Roissy lorsqu'il est arrivé samedi matin, parce que l'Allemagne l'avait déjà refoulé il y a quelques semaines, c'était en avril, lui avait refusé une conférence. Alors l'Allemagne, c'est encore un contexte particulier. L'Allemagne, de toute façon, elle fait pénitence depuis les années 40 pour ce que l'Allemagne a fait avec l'Holocauste. Du coup, le rapport de l'Allemagne et Israël est particulier, sauf que ils lui ont interdit d'avoir accès à l'espace Schengen pendant 1 an, et donc la France s'est exécutée hier en lui refusant l'accès sur son territoire. Alors, juste brièvement, ce qui s'est passé, il s'est retrouvé à Roissy. Il a été bloqué à Roissy. Des organisations le soutenant lui ont immédiatement envoyé des avocats pour qu'il soit pris en charge. Et grâce à ces avocats-là, il a pu intervenir finalement au colloque au Sénat, grâce au téléphone de l'une de ses avocates qui a été connectée pour qu'il puisse intervenir en visio au Sénat. Et c'est comme ça que la conférence a pu avoir lieu malgré tout. Derrière, il y a des gens qui ont essayé de le rencontrer en allant à Roissy, parmi notamment des gens de Talmed, etc. Sauf que on leur a signifié que ça allait être compliqué. Il s'est fait expulser comme
Comme on expulse tous les gens qui sont en CRA, Centre de rétention administrative à Roissy. Voilà où on en est. Le mec, c'est un médecin, encore une fois, renommé international, vous tapez Hassan Aboussita, vous avez moult témoignages, et voilà où on est arrivé. Donc je voulais citer son nom, parce qu'on parlait tout à l'heure de liberté. Il y a la liberté, ça fait partie aussi de la liberté d'expression et de ce qui est en train de se passer, qui est super inquiétant en France sur les sujets liés à la Palestine. Et donc ça me permet de conclure avec la citation que je voulais dire avant que tu fermes, ou pas. C'est une citation de Elias Sambar, pour ceux qui connaissent, qui parle de la Palestine et qui dit ne soyez pas tristes, personne ne parviendra à se débarrasser de nous. La Palestine est telle une arête plantée dans la gorge du... Merci à toi, Abdel. Et puis, je ne sais pas si tu souhaites continuer ou si tu... Alors, c'est marrant parce que dès que tu as commencé à utiliser le mot Palestine, boum, mon space a planté. Donc, je sais pas si je me fais signaler par les trolls. Non, mais véridique, la fenêtre s'est fermée, etc. Donc, mais bon, on est en fin de space, c'est pas très grave à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai que en fait, ça illustre aussi peut-être parfaitement l'ambiance globale dans laquelle tout ça évolue, parce qu'on a commencé avec la liberté d'expression et Guillaume Meurice, mais lui-même le dit dans l'interview au Poste avec David Dufresne, il explique que les associations qui ont déposé plainte contre lui, en fait, il donne le nom de ces associations, et ces associations sont exactement les mêmes que celles qui ont déposé plainte contre Rima Hassan, Mathilde Panot, etc. Donc c'est une thématique qui est quand même liée, même si a priori il n'y a pas forcément de lien à la base. Merci à toutes et tous en tout cas d'avoir participé à ce space. Abdel, puisque tu l'as dit, on en a parlé, toi et moi, c'est l'une des deux associations qui ont déposé plainte, la présidente de l'une des deux, qui est Muriel Ouaknin, elle a ses entrées chez CNews et elle a fait depuis des semaines là sur CNews, elle se lâche, soutien inconditionnel de Netanyahu, etc. Et c'est pour ça qu'encore une fois on y revient, les questions d'extrême droite sont très importantes dans ces sujets-là liés à la liberté d'expression. Voilà, merci à tous. Effectivement, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce live, de l'avoir écouté, tout ça, c'était totalement improvisé, mais c'était intéressant. Merci à toutes et tous. On va quand même se quitter avec une note d'optimisme, avec de la musique qui va redonner le smile, histoire de pas se quitter en mode tire-toi une balle FM. Et je vous propose un morceau à la old school. Pour ceux qui aiment la funk, ça je pense normalement vous allez bouger de la tête. C'est un morceau de George Benson qui s'appelle What's on Your Mind, et franchement ce morceau je le kiffe. Ce morceau là vous n'allez pas le trouver partout, c'est une version remix. Donc le son à fond, si vous êtes sur Twitch là vous allez profiter d'une super bonne qualité, puis sur Twitter faut faire avec hein. Si vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez